Salut les chevaliers! Bienvenue sur Saint Seiya Cosmos. Salut à tous, je vous souhaite une très bonne année 2022 et une très bonne année à toi, hein, Majid. Salut Samy, merci, bonne année à toi, bonne santé et à tout le monde aussi, tout le bonheur. Et beaucoup de Mythclose. D'ailleurs, si Bandai tu nous entends, on aimerait la sortie de Mime. Merci beaucoup. Parenthèse fermée, on enchaîne sur le chapitre 4, donc la page 148 à 185. On découvre donc dans un journal qu'on nous parle d'un Colisée, donc qui serait la reproduction du Colisée de Rome. Là, on voit qu'il y a plein de journalistes, qu'il y a énormément de personnes qui attendent depuis des jours. On a parce qu'on comprend pour pouvoir avoir une place, c'est très très prisé. C'est vraiment l'événement que tout le monde veut assister et on comprend que c'est un événement mondial. Hein. Tout le monde peut le voir, c'est retranscrit à la télé. Et d'ailleurs, on voit donc Seiya qui est dans un orphelinat qui s'appelle Les Enfants des Étoiles. Oui, voilà, les enfants des étoiles, ça c'est le genre de petits détails dont on est très friand, moi et Samy, et je pense beaucoup d'autres d'entre nous, au niveau de toujours ce thème autour de l'astrologie, des constellations, du cosmos, alors que dans l'animé, en fait, on n'a pas du tout ce petit détail du fait que l'orphelinat dans lequel Seiya et tous les autres bronzes ont été hébergés s'appelait les enfants des étoiles. Et je trouve que c'est super sympa dans le manga d'avoir ce genre de précision de la part de l'auteur et qu'on n'a pas dans l'anime. Ouais, plein de petits détails qu'on voit depuis le début, hein, comme avec les baskets de Seiya, avec la flèche et l'étoile. Là, le nom justement, comme tu dis, l'orphelinat. Et pour revenir sur cette image, donc on voit Seiya avec tous les enfants et Mio qui regardent la télé. Donc c'est là qu'on comprend que c'est aussi diffusé à la télé. Et là, c'est là que les enfants disent ah mais c'est là où Seiya va se battre. Donc là, on a compris que Seiya allait se battre, hein, parce que c'est vrai que c'était un peu, on partait sur une princesse Saori qui disait oui, il a pris sa décision. Donc là, c'est dit, hein, donc, clairement. Ensuite, il y a un petit dialogue entre Seiya et Mio à l'extérieur. Ils parlent tous les deux et on voit un Seiya assez stressé, assez énervé, qui demande du coup à Mio si elle n'a pas un indice, quelque chose qu'elle aurait laissé, qu'elle lui aurait dit, qu'elle aurait pu oublier. Et il s'énerve et en fait Mio pleure et dit oui, je suis désolé. Et il dit Seiya non, c'est moi qui m'excuse. Je ne devrais pas te parler comme ça. Et c'est là que Mio réfléchit et a dit mais attends Seiya, tu sais que c'est diffusé dans le monde entier, Seka finira par te voir. Et là c'est le leitmotiv, on peut dire, de Seiya qui va en fait trouver l'envie de se battre parce qu'il sait que sa sœur va le voir. C'est pour ça qu'on va avoir un Seiya un peu plus enjoué, entre guillemets, plus sûr de lui, parce que ce que lui dit Mio, c'est ce que je pense, c'est ce qui le motive vraiment. Là, on va avoir un Seiya qui a vraiment envie de se battre parce que sa sœur va le voir. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors que dans l'animé, les événements, ils sont euh, un peu plus raccourcis. Donc du coup, on n'a pas cette scène avec Seiya qui regarde la télé. On le voit directement avec Mio à l'extérieur de l'orphelinat. Et pareil, le même état d'esprit un peu stressé, très agressif. Ah, tu sais pas où j'ai vu ma sœur, etc., etc. Mio qui pleure et qui lui dit les mêmes choses. Finalement, en participant au tournoi, est-ce que ta sœur te verra et tout ça? Donc Seiya se dit bah oui, c'est une bonne idée. Donc les événements sont assez similaires, sauf qu'à ce moment-là, on a l'intervention d'un personnage qui n'existe pas dans le manga, c'est-à-dire Makoto. Makoto qui débarque, qui les surprend et qui commence un peu, ça part un peu en gag en évoquant un peu une possible romance entre Seiya et Mio, voilà, qu'il n'y a pas dans le manga. Donc la seule petite différence que j'ai pu remarquer. Oui, puisqu'à un moment il dit oui, c'est lui, Seiya, c'est vrai, on comprend que Mm. là, c'est juste d'arriver, en fait, qu'il n'était pas avec les enfants en train de regarder la télé. Rien à voir, t'as entièrement Voilà, raison. les C'est là les qu'il événements arrive et sont il discute. totalement différents. Ouais. Ouais, voilà, il arrive, il discute directement avec Mio. Ouais. Voilà. On retire tout le côté médiatique, événementiel du manga, de Ouais, l'anime. voilà, dans l'animé, c'est vraiment, ils occultent vraiment tout le côté, l'immersion en fait qu'il y a dans ce tournoi. Ouais. Elle est complètement absente et on se concentre vraiment dans l'animé sur les états d'âme de Seiya concernant Ouais, la recherche de sa sœur. Voilà, bon, c'est non, complètement différent.
par rapport à Dans le ça. manga, après, on revient sur le Colisée. Mm. Et là, on passe sur des explications en fait, sur le Colisée. Donc, on s'aperçoit qu'il y a le toit qui se ferme. Les spectateurs, en fait, nous, on est spectateurs. Dans le manga, en fait, si on est sur le point de vue narratif, nous, on est sur le point de vue d'un spectateur. On est assis dans le Coliseum et on se dit, ouh là là, mais il fait noir, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, d'un seul coup, on voit plein d'étoiles dans le ciel, tout est écliré, c'est super, super joli. Des écrans plats, déjà à l'époque, très moderne, un Kurumada. Donc des écrans plats qui descendent, on va dire du ciel, hein, qui va rediffuser le combat. En fait, on va avoir des images, il va y avoir plein d'informations sur ces écrans. Et après, en fait, dans les étoiles, on voit l'arrivée de Saori, qu'on dirait d'ailleurs, elle fait très déesse hein, quand elle arrive avec le sceptre. Elle descend comme ça des étoiles. Et, et à ce moment-là, en fait, pour revenir sur le Colisée, le spectateur est en train de dire quelque chose au Colisée. Il dit oui, que ce serait la réplique de Rome et qu'également à Rome, il y avait un toit aussi comme ça, amovible. N'est-ce pas, Majid? Oui, voilà, c'est ça. C'est ce qu'on aime aussi, et ce qu'on voudrait souligner, c'est que à travers ces petites précisions, à un moment, il y a un spectateur qui dit il paraît qu'à Rome, il y avait un toit couvrant et tout ça. Et donc, du coup, je me suis renseigné un petit peu. Et en fait, Masami Kurumada a vraiment un sens de la culture générale. Il apporte vraiment au-delà de la mythologie, ce qu'on a pu apprendre avec Saint Seiya, ce qui nous a en fait, quand on était petit, grâce à l'animé, on s'est intéressé à la mythologie grâce à Saint Seiya, enfin pour ma part. Et dans le manga, il y a ce côté aussi culture générale, mais au niveau des architectures et au niveau de l'inspiration de Masami Kurumada. Et donc j'ai pu constater en fait que cette information au niveau du Colisée couvrant, elle est bien vraie. Et c'est-à-dire que le Colisée de Rome, à l'époque, donc faut savoir que le Colisée de Rome, il a été créé entre 70 et 80 après Jésus-Christ. Et il avait bien un toit couvrant en toile de lin ou de chanvre. Et ça permettait en fait déjà de protéger les spectateurs du soleil et d'autre part de créer des ambiances de couleurs. Selon la couleur de la toile, ça donnait des ambiances de couleurs par rapport à tout ce qui était présenté au spectacle, etc., aux combats de gladiateurs, aux présentations d'animaux, des fauves et tout ça. Ça donnait beaucoup d'ambiance en fait, ce toit couvrant. Et là, du coup, ça a été repris donc, dans Saint Seiya avec ce fameux dôme étoilé. Mhm. Oui, Dans... eux, ils ont mis. D'ailleurs, oui, c'est exactement ce que tu dis. Eux, ils ont le dôme, en fait, c'est du métal et ils diffusent dessus, du coup, l'image d'une galaxie. Mm. Donc, ouais, c'est ça. Ils ont utilisé exactement le même procédé, ce qui donne une ambiance. Voilà. Mm. Voilà, Donc, une ambiance de galaxie voilà. Il et y a Athéna qui descend. ouais, toujours cette attention d'ambiance, mais là, cette fois, on est toujours dans ce thème de cosmos, Oui. d'univers. En fait, ça reprend ce que tu disais, selon la couleur, ça donnait une ambiance. Là, ils réutilisent le dôme pour donner cette ambiance de, comme tu dis, de constellation, d'étoiles. Ouais. Voilà, exactement ça. Il a vraiment repris ce. Ouais, c'est bien. J'aime bien ce petit détail en fait qui a son importance, hein. Mm. Et comme tu disais, on voit que Kuromoda a bien bossé son sujet. Du coup, là, en fait, on est sur le toit qui se ferme, le spectateur qui dit mais comment on va voir, et là, il y a les étoiles, les écrans, donc Saori qui descend comme une déesse, hein. Et à ce moment-là, en fait, elle a un rôle, c'est elle qui va du coup donner à chacun avec son sceptre. Et apparemment, ils sortent comme des météores du sceptre, ils Ouais, disent. c'est ça, ouais. Mm. Ouais. Et en fait, tu vois chaque perso qui a récupéré une boule avec une lettre, et là, on voit tous les sens en armure. Donc là, on aperçoit déjà, en gros plan, on voit Shiryu. Après, Andromède, excusez-moi, Shun. On voit Shiryu, Shun, tous les protagonistes, hein, donc tous les bronzes mineurs aussi. Et là, on ne voit pas encore d'autres chevaliers qui seront là, hein. Donc voilà, on a déjà ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'à la différence de l'animé, c'est que là, on voit déjà tous les scènes en armure. Il n'y a pas ce côté spectacle, comme Majin va pouvoir vous expliquer après. Et là, ils ont chacun dans leur main une lettre, et cette lettre va correspondre à leur ordre de passage, un petit peu à la Budokai, comme dans Dragon Ball. J'aime bien la petite référence. Ouais. Et puis aussi, encore, la présentation de l'armure d'or, je trouve vraiment, elle a vraiment une place importante. On reparle encore de ces 12 hommes d'élite, le fameux chevalier d'or, hein.
Donc voilà, c'est le prix c'est le prix en fait que quelqu'un gagnera cette armure à la suite de tous ces combats. On apprend qu'il y a un chevalier du cygne qui n'est pas encore arrivé, ce qui fait qu'on passe directement à un combat en fait entre Geki et Seiya. Et le combat donc commence là-dessus. On voit que Seiya est sûr de lui, il domine Geki au début. Et à un moment, la situation va se renverser, un petit peu le moment de gloire de Geki, hein, qui va l'attraper comme s'il allait étrangler, d'ailleurs, comme un ours, hein, comme s'il allait étrangler un ours. Parce que là, il étrangle Seiya de toute sa force. Au début, on voit bien que Seiya rigole presque de Geki en disant « Ah, si tu crois que c'est avec ce genre de coup que tu vas pouvoir m'avoir ?» Et là, Geki, au moment où il le saisit, il dit « Oui, là, je vais pouvoir t'avoir. » Et en fait, il exerce une pression telle que ça va au-delà de 1800 kg, ce qui est en fait la limite pour un corps humain avant d'être totalement écrasé. Donc là, on est au-delà de 1800, on est exactement à 1800, si je ne dis pas 70 à ce moment-là. Et Seiya a l'air vraiment dans une très très mauvaise posture. Et là, ça augmente, on en passe à 1900, à 1940 kg de pression. Et là, d'un seul coup, on voit c'est un flashback. Et sur ce flashback, en fait, on voit un Seiya petit qui dort sur la table et Marine qui lui crie dessus en disant de se réveiller. Et au moment où il se réveille, on voit que Marine explique un truc très, très important, puisque c'est ce qui va permettre à Seiya de gagner. En fait, elle explique que quand un personnage est très doué en coup de pied, il faut lui briser les jambes. Et là, Seiya, à partir de là, se rendort et Marine lui crie dessus en disant de se réveiller, mais on comprend que le petit, pas parce qu'il s'en fout, c'est parce qu'il est exténué, le combat, l'entraînement doit être très très rude, c'est ce que moi je comprends en tout cas à travers ça. Et suite à ça, là, il y a Seiya qui commence à faire brûler son Cosmo et qui va briser en fait, l'armure, les avant-bras de l'armure de Geki, qui va le déstabiliser. Et là, en fait, Geki va aller en arrière et on voit Seiya qui balance un espèce de grand coup de pied. Et on voit, sur les écrans, on voit que c'est marqué Seiya est annoncé comme vainqueur. Et là, dans le public, les gens disent mais comment ça se fait en fait Geki est toujours debout, Seiya n'a pas gagné en fait. Ils sont très interloqués par rapport à ça. Et à un moment, on voit Geki qui tombe en fait, et avec toute l'armure qui se brise, qui tombe par terre. Et en fait, à un moment, on voit tous les chevaliers de bronze, chacun réagit. Et il y en a, il dit mais non, il n'a pas envoyé qu'un seul coup de pied. En fait, des milliers de coups de pied ont été projetés à ce moment, et à la vitesse du son, donc ce que nous, en tant qu'humains, on peut pas voir. Voilà, donc on sent que Seiya, il est impressionnant. Ah oui, j'ai oublié un petit détail aussi qu'on retrouvera dans l'anime. C'est un moment, en fait, avant que Geki parle à Seiya, il lui dit on me met en un minuscule, une personne qui va souffrir. Et à un moment, il lui pose la main sur son épaulette. Et là, il a sa main qui brûle, en fait, tellement que Seiya a un Cosmo intense. Il lui dit tu vois, je vais faire exploser mon Cosmo. J'avais oublié de préciser ça, ce qui est important, parce qu'on le retrouvera également après dans l'anime. Donc voilà, donc ça c'est la partie manga. En fait, on est à la fin du chapitre 4 sur la défaite de Geki, qui est assez spectaculaire, parce qu'il lui brise quand même l'armure. Moi, je trouve ça impressionnant, parce que ils sont tous des chevaliers de bronze. C'est censé être une armure sacrée, sacrée en fait, qui est censée les protéger. Et là, on voit qu'elle part en morceaux. On sent que Seiya, c'est là qu'on verra par la suite pourquoi ils n'ont pas eu trop de problèmes par rapport au Silver Sense, parce qu'ils ont déjà un niveau tel, on va dire. Ils sont déjà au-delà, on va dire, du chevalier de bronze. En tout cas, pour Seiya, on voit que là, il est au-delà de ça. C'est-à-dire qu'en fait, on fait vraiment mention dans le manga de l'intensité du cosmos de Seiya, et qu'il a un cosmos supérieur apparemment à certains bronzes. Donc en fait, on nous souligne bien on nous suggère déjà que c'est pas forcément l'armure qui fait le chevalier sacré, c'est aussi l'intensité de son cosmos. Oui, exactement. Donc là, on ressent bien tout ça. J'ai bien aimé ce chapitre. J'ai bien aimé comment on s'est présenté, comment on nous parle du Colisée, les références culturelles par rapport à ça, comme qu'on avait dans les autres chapitres par rapport au temple qu'on voit en Grèce. Pareil, les mêmes références. Le décor est bien planté. J'aime beaucoup comment est présenté le manga, en fait. Il y a vraiment le côté histoire, côté sacré, hiérarchie des armures. J'aime beaucoup en fait comment c'est planté, en fait, le décor, comment il est planté, comment les personnages sont présentés. C'est vrai que voilà. Après, Madju, je vais te laisser parler, toi, par rapport à l'animé, les différences que tu as pu noter par rapport au manga. Voilà, donc là, comme tu disais, Samy,
dans le manga, il y a tout ce côté instructif, immersion. On nous situe donc à Tokyo. On nous parle de l'architecture, du Colisée Grade, qui prend exemple sur le Colisée de Rome, etc. Et dans l'animé, paradoxalement, même si ça a eu plus de succès, on a commencé à regarder Saint Seiya comme ça, il n'y a pas tout ce côté immersif. En fait, c'est vachement, on se rend compte que c'est vachement rushé en fait dans l'animé, et que donc on passe avec l'entrevue avec Seiya et Mio, on passe directement donc à ce moment-là, on est directement dans l'arène avec ce fameux écran aussi, ce fameux écran plat là qui annonce la bienvenue aux spectateurs, aux Galaxia Noirs, etc. Mais sauf que là, moi, ce qui m'a mis un peu mal à l'aise, c'est l'entrée en scène de Seiya. Au final, quand tu lis le manga, ça met mal à l'aise parce qu'il n'y a pas ce côté réaliste, entre guillemets. On voit déjà Seiya avec la mise en place évidemment emblématique de son amour de Pégase, où l'armure vient tout seul sur lui. La gimmick de la scène de l'armure qui fait très magique, très spectaculaire. Et son entrée en scène, on a vraiment l'impression que Seiya, il veut galvaniser les foules, il est là en train de faire coucou à tout le monde, il monte sur le ring. Du coup, je trouve que c'est moins... Je sais pas. C'est pas cohérent, c'est ça que tu veux dire? Hein? C'est pas cohérent par rapport à l'histoire. Non, c'est pas cohérent. On a l'impression que vraiment Seiya, c'est pas lui. Il est content d'être là. Voilà, on a moins ce côté rebelle, moins ce côté parce que Seiya, on sait très bien qu'il veut pas participer à ce tournoi, et le seul truc qui le motive, c'est que sa sœur le voit à la télé. Et là, on voit Seiya, il participe à ce tournoi comme je sais pas, j'ai pas trop aimé cette mise en scène. Après, au niveau de Saori, alors Saori, elle est sur son trône. Voilà, elle assiste. Non, mais c'est vrai, elle assiste. Un peu potiche. Elle est pas du tout. Elle est pas du tout entreprenante en fait dans l'anime. Elle est pas là en train de gérer son spectacle. Oui. Elle est passive. Je trouve qu'elle est passive dans l'anime et moins présente et moins importante. Alors que dans le manga. Juste pour revenir sur ce que tu dis, oui, c'est vrai que dans le manga, on voit, comme je disais, elle arrive des étoiles, elle a un sceptre, le sceptre qui lance des météores, et en fait, chaque chevalier récupère un symbole. C'est elle quand même qui donne le départ, c'est elle qui donne l'ordre de passage, alors que, comme tu dis, dans l'animé, elle est juste assise sur son trône. Voilà, assise sur son trône, complètement presque inexistante. Donc spectatrice, elle aussi. Qui n'est pas cohérent, parce que comme on l'a dit dans les épisodes précédents, dans le chapitre précédent, c'est une femme d'entreprise, c'est elle qui gère, c'est elle qui intervient à un moment quand il y a une interview, c'est elle qui revient sur le dessus. Je sais pas comment expliquer, elle a vraiment un rôle beaucoup plus engageant dans le manga. Exactement, un rôle beaucoup plus engagé dans le manga, ouais. Et du coup, ça dénote vachement dans l'animé. Et pareil, c'est très évasif en fait au niveau de l'organisation du tournoi. On voit juste le plan, donc du coup des participants. Ils n'ont pas du tout les boules du coup qui définit en fait leur ordre de passage. Non. Et c'est un peu trop. C'est pas. Ça fait très matu vu en fait. Très matu vu. Ouais, on est des chevaliers de bronze, on est classe, on est. Alors oui, ça peut plaire, mais je trouve que c'est pas cohérent par rapport au manga, cette mise en scène. Je pense que l'anime, vendre, ça fait un peu vendeur, tu vois, je trouve. Voilà. Et donc du coup là, après, on passe du coup directement donc au combat contre Geki de l'ours. Alors à savoir que dans l'anime, après je sais pas si c'est une erreur de traduction, il y a Geki de l'ours, alors que dans le manga c'est Geki de la grande ours. Donc la constellation de Geki apparemment c'est la grande ours. Voilà, ça c'était important de le noter. Ensuite, on sait que dans le manga, du coup, normalement, c'était le cygne et l'hydre qui devaient se battre en premier, alors que dans l'anime, on nous dit pas qu'en fait, le premier combat, ça devait être le cygne et l'hydre, et on nous met directement Geki contre Seiya. Et aussi, attention, dans l'anime, il faut savoir que tu es d'accord avec moi, Samy, on commence l'épisode 1 avec le combat entre
Jabu et Ban du petit lion. Et là, on occulte totalement ça. C'est pas du tout le premier combat, alors que dans l'animé, c'est le premier combat dans le Galaxian Wars. Oui. Et là, en fait, le premier combat, techniquement, là, dans l'animé, c'est Geki de l'ours contre Seiya de Pégase. Voilà. C'est ça. Le combat parce que le chevalier mystérieux du cygne n'est pas encore arrivé. Voilà, parce que on sait que du coup, le chevalier du cygne n'est pas arrivé, donc forcément, ils sont obligés de débuter sur le deuxième combat. Entre guillemets, je trouve que c'est une mise en valeur de yoga. Pas de mystère, on sait que c'est yoga. C'est une mise en valeur parce que petit, je me suis dit, oh là là, mais qui c'est ce chevalier, tu vois, ça fait une intrigue. Je trouve que yoga, au tout début, était vraiment badass. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on verra plus tard que l'arrivée de yoga dans l'animé, elle est mise en scène de façon très, très badass, très beau gosse, etc. Et là, du coup, pour revenir au combat de Geki de l'ours contre Seiya de Pégase, au final, c'est à peu près les mêmes événements. Juste à noter que forcément, on a une différence d'apparence de Geki de l'ours. Bon, de Seiya, ça, on avait vu déjà dans les chapitres précédents. Mais là, Geki de l'ours, son apparence, enfin, en tout cas, l'apparence de son armure, elle est complètement différente. Le design est complètement différent. Donc, il y a un aspect plus massif. Samy, tu peux confirmer que dans le manga, on a l'occasion de voir en couleur. Donc, oui, j'ai oublié de préciser. D'ailleurs, le combat est en couleur. C'est très joli. En fait, on voit enfin les couleurs, comme on dit, OCE. Donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'ils sont tous en fait, en tenue blanche avec une couleur unique. Donc là, celle de Seiya est bleutée et celle de Geki est, on peut dire, un peu jaune-orangé. Et très massive au niveau du haut, c'est très très massif, ça fait vraiment une armure d'ours et qui n'est pas du tout noire, qui est vraiment, je trouve, très jolie pour le coup. Donc, en fait, elle se rapproche un peu du marron, tu vois, et ça fait penser un peu à la couleur de l'ours brun, tu vois. Il y a vraiment ce rapport couleur avec l'animal totem, quoi. Donc c'est plus cohérent, on va dire, que cette armure violette, bleu foncé de Geki, tu vois, dans l'anime, je veux dire. C'est ça. Moi, en tout cas, je les ai trouvées très belles, ces pages en couleur. J'aime beaucoup les couleurs OCE, c'est clair. J'aime beaucoup les couleurs OCE, j'aime bien les armures, comment elles sont faites. Très cohérentes, chevalier de bronze, peu recouvrantes. J'aime beaucoup le diadème de Seiya. J'aime bien. Franchement, c'est un bel esthétisme. Pour être honnête, les pages en couleur sont sublimes. Donc, là, quand vous allez les voir sur l'écran, quand Majid va vous les mettre, vous allez voir de quoi on parle. C'est vraiment très très beau, quoi. Voilà. Moi, je peux que recommander le manga. Et du coup, après, pour revenir sur le combat de Geki de l'ours et de Seiya, donc on a vu différence de l'armure et tout. Après, les événements sont exactement les mêmes. Seiya qui lui assène un coup de pied. Après, Geki qui réplique avec un plaquage. Les rapports de force sont les mêmes par rapport aux pressions au point de pression. Donc c'est exactement les mêmes. Donc du coup voilà. Le flashback avec Marine, c'est exactement pareil pour évoquer le point faible de Geki de l'ours, donc c'est-à-dire les bras. Ensuite, ce que j'ai pu souligner, il y a quoi voilà, voilà, dans l'animé, ce qui est sympa. Alors, on n'est pas forcément pro manga, c'est-à-dire que on aime bien ce qui est détaillé dans le manga, mais là, pour une fois, l'animé nous apporte un petit plus, c'est-à-dire qu'on a l'entraînement de Geki, un petit aperçu de l'entraînement de Geki. Donc, il faut savoir que Geki a été entraîné au Canada, si je ne me trompe pas, et donc du coup, il s'est battu contre beaucoup d'ours, et ça, on le voit dans le manga, c'est évoqué. Dans l'animé, on a ce petit flashback où tu vois Geki s'entraîner et en train d'étrangler des ours, donc avec ses fameux bras. Et ce que j'aurais aimé, c'est d'aller plus loin en fait et de montrer en fait son maître en fait à Geki, et c'est dommage parce que là on voit Geki étrangler des ours, mais on voit pas, on a l'impression qu'il s'entraîne tout seul et on n'a pas, c'est dommage. Moi j'aurais bien aimé voir le maître. Ça aurait donné un peu plus de plus-value au personnage, je suis entièrement d'accord avec toi. Le côté voir le maître de Geki, je sais pas, je trouve que ça a vachement son importance.
façon, je sais pas, si tu vois dans Lost Canvas, par exemple, on voit toujours les maîtres des chevaliers. Et, je trouvais que c'était intéressant cette partie. Dommage qu'on n'ait pas ça pour nos bronzes mineurs. J'aurais vraiment aimé voir un peu comment s'entraînaient les mineurs, ne serait-ce que pour Tabu aussi. J'aurais bien aimé voir son entraînement. Enfin, Ouais, je veux trop kiffer ça. Le lieu, les paysages. Donc là, on sait que c'est en Algérie, pour Jabu. On aurait bien aimé voir aussi un peu plus, tu sais, un peu plus de contenu. Juste, ça fait quoi, quelques pages en plus, mais au moins on aurait pu voir leur entraînement. Moi, comme tu le dis, ça aurait été bien. Voilà. Oui, voilà, ça aurait été cool. Mais après, bon, on a quand même cet aperçu avec l'entraînement de Geki de l'ours qu'on va pas cracher dessus. Hein. Donc ça, c'est un petit plus que l'animé apporte et qui se différencie du coup du manga. Oui, c'est un plus que là, c'est positif pour le coup. C'était bien d'avoir fait ça. Ça montre vraiment la puissance du personnage. C'est vrai que de manipuler des ours, les étrangler comme ça, c'est on voit qu'il est puissant, tu vois. Voilà. Et donc du coup, bon après, on voit que Seiya arrive à pulvériser ses brassières grâce à l'intensité de son cosmos. Donc c'est mieux expliqué dans le manga du fait que en fait c'est l'intensité de son cosmos qui pulvérise ses bras. Dans l'animé, c'est exactement la même chose, sauf qu'il n'y a pas on sait qu'en fait c'est par rapport à l'enseignement de Marine qu'en fait il a compris que le point fort ça devient le point faible de son adversaire. Donc pareil, il lui détruit les brassières. Geki pareil, son armure finit par s'émietter aussi comme dans le manga. Il tombe à terre et du coup les autres bronzes comprennent que en fait Geki n'a pas du tout compris ce qui lui est arrivé, qu'il n'a pas compris qu'en fait Seiya avait trouvé son point faible et en fait on a un peu des phrases qui sont dites par chacun des bronzes. Sean qui dit que finalement c'est pas en tuant des ours qu'on peut vaincre un chevalier. C'est pas parce qu'on tue plusieurs ours qu'on arrive à vaincre un chevalier sacré. Pareil dans le manga. Et au final, pour bifurquer, à la fin, pour dire que chaque bronze est désireux de gagner l'armure d'or. Et chacun se voit gagner l'armure d'or. Ils font pas étonner par rapport au combat. Ils sont pas tous là. Oh mon dieu, tu sais. Non, au contraire, on a l'impression qu'on s'est dit il doit être du même niveau que Seiya. C'est ce qu'on se dit en fait. Oui, voilà. Surtout concernant Sean. Sean, il fait pareil. Donc il est mauvais. On voit qu'il est un peu, qu'il est très sûr de lui. Voilà. Dans le manga, il a même les yeux fermés quand il parle. Genre, tu vois, c'est vraiment rien pour lui quoi. Qui vient d'assister, non, voilà, ça l'a pas étonné. Quoi. En fait, voilà, c'est ça. C'est autant dans l'animé et dans le manga, on montre bien que, enfin, l'auteur veut bien essayer de brouiller les pistes en disant chacun a un potentiel et chacun, on ne sait pas de quoi ils sont capables. Et en fait, il y a ce côté un peu bluff de chaque chevalier, notamment Sean. On a l'impression vraiment que chacun n'est pas faible en fait. Chacun est sûr de lui. Ils sont tous là à fanfaronner. Ouais. C'est moi qui vais gagner l'armure d'or. Je dis n'est pas faible, je veux dire que Sean n'est pas faible. Hein. C'est juste qu'il n'y a pas ce côté quand son frère va arriver, côté un peu de culpabilité qu'il aura par rapport à son frère. Quoi. Oui, en fait, c'est cette sensibilité qui est. Culpabilité qu'il a. Voilà. On comprendra par la suite pourquoi. Mais là, c'est vrai qu'au début, il n'y a pas tout ça. Je me rattrape quand je disais faible, c'était pas par rapport à la force de Sean. Rattrapez-vous, monsieur. Non, c'est par rapport à sa faiblesse émotionnelle. C'est-à-dire que les fêlures qu'ils ont, elles sont pas encore, forcément, elles sont pas mises en évidence. Donc, on a l'impression vraiment que Sean, autant Sean, je dis Sean, mais Sean, c'est un exemple, c'est parce que c'est quand même un des plus sensibles chevaliers, ça on peut le dire, même s'il est très fort, on verra plus tard. Mais même au même titre que le chevalier du loup, voilà, on a l'impression vraiment qu'ils ont tous quelque chose de fort à montrer en fait, une puissance à montrer. Et voilà. Après, on dit que Sean est sensible, tout ça, faut oublier quand même l'enfance qu'ils ont eu les pauvres.
Oui, mais c'est plus par rapport à ses émotions, par rapport à son. Oui, je comprends. C'est que là, ils ont tous quand même vécu quelque chose de. Voilà, c'est des orphelins, et on les a envoyés à l'abattoir. Enfin, voilà. Mais en Je sais tout pas cas, comment nous on peut tirer de ça, quoi. une chose est sûre, c'est que chacun se voit gagner l'armure d'or et ils sont tous vraiment. Voilà, ils sont tous sur 2. Voilà, c'est ça Ouais, pour revenir là-dessus. Ouais, complètement. Ouais. Et c'est comme ça que l'épisode 2 se termine et que le manga se termine aussi. Et que le chapitre 4 se termine, ouais. Voilà. Avec ce fameux plan. Alors là, dans l'animé, ce que j'ai malheureusement moins apprécié, si on se met à la place de quelqu'un qui ne connaît pas l'œuvre, c'est qu'on nous dévoile déjà l'apparence de Yoga et de Iki. De Iki, ouais. Alors que dans le manga, pas du tout. On les voit pas. Ils sont ombrés, donc on les voit pas du tout. Il y a moins. Alors ça me donne beaucoup. C'est classe. Oui, la mise en scène dans le manga, elle est plus sympa, je trouve. Il y a cet effet arrondi, on voit tous les bronzes en fait autour du même objectif. Et dans l'animé, non, c'est plus. Le même procédé qu'on aura pour le Ghost Gemini. Oui, exactement. C'est une armure mais sans qu'on comprenne qui est à l'intérieur, on voit pas. J'aime bien, c'est sympa. Comme petit effet. Donc voilà pour la fin du chapitre 4, donc les Galaxian Wars. Donc le prochain chapitre, ce sera le chapitre 5, consacré au chevalier, à Yoga du signe, chevalier des terres sacrées de glacées. Voilà, et voilà, là on va pouvoir enfin voir Yoga. Oui, d'ailleurs on va pouvoir enfin parler d'un autre bronze du coup, parce que là on était très centré sur Seiya, et là on va passer à Yoga. Donc voilà, par ordre de présentation des chevaliers, c'est Seiya, puis après Yoga. Yoga qui devait forcément passer en premier combat. C'est ça. Voilà. Donc voilà, pour le chapitre 4, c'est terminé. On va se dire. Beaucoup de plaisir à nous écouter. Voilà. En tout cas, nous, c'est toujours un plaisir de faire ces vidéos, de parler de notre passion. Et on vous retrouve très prochainement pour le chapitre 5. Johnny, bye. 赤式冥界派うわー